Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Henri Mermet, je fais partie des animateurs de Résu France. La, la présentation de ce qu'est le Résu France va être faite par Mariana qui est présent et je m'efforcerai d'animer, c'est-à-dire en l'occurrence de donner la parole aux uns et aux autres. Pour ce qui est de la parole, la technique habituelle consiste à aller à l'endroit en bas qui s'appelle réaction et lever la main lorsque vous aurez des questions à poser. Et surtout après, n'oubliez pas de baisser la main. Euh, donc, on y va peut-être, hein, Mariana? Oui, comme vous voulez. Donc, moi, je suis Mariana. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue au nom du Comité français du RESU, du Réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Alors, je ne vais pas vous raconter notre histoire, hein, pour la plupart, vous la connaissez. Nous existons depuis le lendemain de la guerre, au niveau européen et très rapidement au niveau français. Nous rassemblons une quarantaine d'organisations politiques, syndicales, d'associations, un certain nombre d'individus également. Nous avons quelques relais, je ne dirais pas antennes, mais quelques relais dans une série de villes de province, Le Havre, Lyon, Marseille, etc. Et nous nous efforçons de porter une parole de gauche, internationaliste, anticolonialiste, de soutien à la résistance du peuple ukrainien, pour dénoncer ce fait colonial. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, je pense que ça reviendra dans la discussion et Denise va peut-être rappeler un petit peu le contexte dans lequel on est depuis 2 ans. Nous nous sommes efforcés depuis le début de travailler avec l'ensemble du mouvement syndical qui a répondu présent, contrairement aux autres pays européens. Et comme vous le savez, depuis des ans, l'intersyndicale a fait une série de convois en direction de l'Ukraine pour apporter une solidarité concrète, matérielle, mais également pour tisser des liens, favoriser des échanges, soutenir des luttes qui aujourd'hui ne manquent pas, parce que malheureusement, Zelensky, à l'image de ses homologues européens et internationaux, a mis en branle une série de mesures, on y reviendra dans le débat, qui ne sont pas forcément, qui vont pas dans l'intérêt de la résistance et surtout dans les intérêts des salariés et des femmes, des féministes, des jeunes en Ukraine. Et donc, il y a une solidarité, un mouvement social qui est très vivace et qui continue là-bas. Et nous nous efforçons de tisser des liens par en bas avec ces organisations-là, avec des organisations syndicales, féministes, avec des organisations de jeunesse, de faire connaître cette réalité-là, ce dont la presse parle très rarement, et de faire entendre le fait que ces gens-là se battent contre une certaine politique ultralibérale, quelquefois qui peut nous rappeler celle que nous subissons ici, mais ils se battent aussi et avant tout contre l'invasion totale du territoire par la Russie pour le départ des troupes russes. Donc, ce que je voulais vous dire là très rapidement, mais on vous refera une petite piqûre de rappel avant la fin de la réunion, c'est qu'aujourd'hui, nous tenons cette réunion dans le cas d'une échéance qui est importante pour nous, c'est le 24 février, deuxième anniversaire de l'invasion du territoire de l'Ukraine par la Russie. Vous le savez, il y aura des manifestations un peu partout en France, dans pratiquement toutes les villes, vous avez des manifestations. Il y a un appel unitaire avec une plateforme unitaire dans lequel se retrouvent la plupart des associations de solidarité avec l'Ukraine, mais aussi des organisations politiques et l'intersyndicale. À Paris, nous manifesterons de la place de la République à la Bastille à 14 heures. Et donc, nous espérons Je vous constate que retrouver. tu n'es pas là. Ah, Jackie m'interrompt. Nous espérons vous retrouver nombreux à Paris, mais également ailleurs, hein. Comme vous le savez, il y a des manifestations un petit peu partout le 24 février. C'est important de faire entendre notre pôle de solidarité et un peu notre spécificité dans ce combat de soutien à la résistance ukrainienne. Par ailleurs, mais encore une fois, piqûre de rappel à la fin de la réunion, c'est bientôt le 8 mars. Et évidemment, même si ce soir, nous ne pouvons pas tout aborder, nous avons prévu un Zoom qui n'aura pas lieu le 8, mais le 11 mars, avec des organisations féministes ukrainiennes, Bilkis et l'atelier féministe, avec une soldate également. Et nous vous y attendons, nombreux et nombreuses. Vous pourrez retrouver sur notre page et dans les réseaux le lien pour participer à ça. Et au cours de cette échéance du 8 mars, nous pensons lancer une campagne de solidarité avec une association de vétérans Vétéranka, qui soutiennent les blessés EES, hein, blessés hommes-femmes sur le front.
Voilà, j'en dirai pas plus. Je laisse la parole à Henri pour introduire cette soirée. Je vous remercie et je ne me priverai pas à la fin de la soirée de vous rappeler les échéances auxquelles nous vous attendons. Merci et merci à Denis pour être là. Alors, juste pour je rajouter, euh, Mariana a indiqué que le mouvement syndical en France était, était tout à fait solidaire, mais c'est pas le seul en Europe. Par exemple, le Trade Union Congress anglais a voté à son congrès le soutien à la résistance ukrainienne, ce qui était effectivement un grand soutien. Je redemande aux amis et camarades s'ils veulent bien éteindre leur micro de façon à éviter les interférences, sauf Denis qui a son micro éteint et qui lui va l'allumer. Donc Denis, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc un chercheur ukrainien euh, vivant et travaillant en France depuis un certain temps et il est chercheur à Sciences Po Paris. Sur ce, je donne la parole à Denis. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je commencerai peut-être moi aussi par le point obligé par les remerciements au Résu pour, voilà, pour justement la présence, pour les actions qui sont en effet impressionnantes, surtout par rapport à la gauche dans d'autres pays occidentaux. Donc ça, c'est vraiment, je suis honnête, je ne cesse à en parler à mes amis ukrainiens. Quand on incessamment discute de la gauche occidentale, comment en parler avec, etc. Mais je dis que franchement, l'espace francophone s'est avéré, les camarades ici sont, sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus proactifs depuis, en effet, les premières semaines, les premières journées de l'invasion. Et je suis désolé désolé si je ne suis pas du tout aussi actif, moi-même dans le réseau, aussi actif que je ne le devrais. Euh, bon, avec ça, je suis censé parler une demi-heure. J'essaierai d'être même plus court que ça euh, pour décrire dans les grandes lignes la situation politique, militaire, économique, sociale, pour décrire l'Ukraine actuelle en une petite demi-heure. Euh, donc, ça sera forcément de très grandes lignes. Et on commence je commencerai peut-être par le côté militaire parce que c'est la guerre qui nous a réunis ici, ici toutes et tous. Et le mot impasse qui est beaucoup, qui figure dans pas mal de récits actuels sur cette guerre. Euh, beaucoup beaucoup de militants soutenant l'Ukraine contestent l'usage de ce mot. Pour moi, je ne dirais pas qu'il est déplacé. En effet, en effet, c'est possible de constater que hum, la dernière, la dernière période de grandes évolutions sur le plan purement militaire, c'était l'automne de 2022, quand l'armée ukrainienne a réussi à reprendre de vastes territoires au sud, dans la région de Kherson et au nord-est en libérant la quasi-totalité de la région de Kharkiv. Après, il y a eu de grands espoirs liés à la contre-offensive de l'été 2023. Ces espoirs ont été, n'ont pas abouti à grand-chose. Euh, la chose, quand même, le détail important ici, c'est de noter que cette impasse a un caractère assez dynamique. C'est-à-dire que l'imagerie typique de la guerre figée dans les tranchées de la Première Guerre mondiale ne correspond pas vraiment
à ce qui se passe en Ukraine en ce moment parce que la situation est assez flexible, elle n'est pas stabilisée en ce sens que si le rapport de force est en train d'évoluer quasiment à chaque jour, et si la situation bascule en faveur de la Russie sur le côté militaire, technique, économique, etc., là, la position sur la carte, les lignes de front vont vite bouger. Et inversement, si l'aide militaire, économique et autres occidentale à l'Ukraine va, va rapidement augmenter, euh, cette impasse va de manière analogue va évoluer plutôt vers une nouvelle contre-offensive ukrainienne. Donc, c'est pour dire que le constat d'impasse militaire ne doit pas nous amener au constat qu'il suffit déjà avec voilà, l'aide, il faut arrêter parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça sert à plein de choses, sauf que les efforts doivent être plutôt renforcés pour les Russes, si les Russes veulent faire bouger les choses, et bien sûr pour les Ukrainiens, si les Ukrainiens veulent finalement avancer plus, euh, plus à l'est et plus au sud. Au sud. Euh, alors, qu'en est-il de l'aide? J'ai décidé de ne pas apporter de chiffres ici parce que de toute façon, les chiffres, c'est l'élément qui change chaque jour. Donc, ça ne va pas être très utile et de toute façon, je ne veux pas encombrer la conversation par voilà, je ne voudrais pas vous inonder avec ces données. Euh, Essentiellement, il s'agit de beaucoup de promesses de l'aide militaire et de l'aide financière qui ne correspondent pas toujours à l'aide réellement, vraiment apportée. Pour des données mises à jour, je vous recommande de suivre le site de l'Institut de Kiel, Kiel, donc la ville allemande, l'Institut qui suit les évolutions sur le plan des promesses et sur le plan euh, des, des armes et des fonds livrés actuellement. Voilà, merci Thomas. En effet, c'est ça le site. Euh, euh, donc, qu'en est-il des enjeux auxquels l'armée ukrainienne fait face? Bon, l'enjeu principal, c'est comment trouver les hommes et davantage d'hommes et comment avancer sur le plan technologique. Bon, les technologies, c'est plus ou moins évident. Nous le savons tous désormais et toutes qu'il y a tout un chapitre, tout un volet nouveau pour tout le monde, y compris pour les pays occidentaux, qui est la lutte, les drones. Et tout ce qui est lié aux drones, c'est-à-dire aussi les moyens de brouillage, radioélectronique, etc. Euh, s- d'après, d'après ce que d'après ce que je vois, moi, qui n'est pas du tout spécialiste en matière militaire, c'est, c'est la chose la plus discutée, la plus sollicitée au niveau des individus particuliers qui font des collectes, qui organisent des collectes, mais aussi au niveau national, au niveau des échanges entre les forces armées, par exemple ukrainiennes, les françaises, etc. Il s'agit d'établir la supériorité aérienne parce que contrairement aux autres guerres telles que la guerre en Syrie, la guerre en Libye où les Occidentaux, bon, les envahisseurs en Syrie, les Russes, en Libye, les Français et les Américains avaient vite établi la supériorité en l'air. Israël, bien sûr, par rapport à la Palestine, il ne s'agit pas même de rapport de force, il s'agit du monopole israélien. Ici,
il n'y a pas, il y a un certain équilibre. Ni l'Ukraine ni la Russie n'arrivent jusque-là euh, à contrôler le ciel à eux-mêmes, à elles-mêmes. Cela veut dire que les Ukrainiens réussissent parfois à faire des choses impressionnantes en liquidant des navires. Bon, tout le monde s'en réjouit toujours en Ukraine avec les navires, ce qui est important parce que les navires russes jouent un rôle important dans la logistique de la guerre terrestre, mais ce qui ne va pas finir la guerre donc c'est important, mais cela ne suffit pas complètement. Et du côté russe, ça signifie que les Russes poursuivent leur campagne quasi quotidienne de bombardement par les drones et par les missiles. Euh, et cet équilibre-là, il est aussi en train de changer parce que les Russes ne cessent de- d'augmenter la production de drones iraniens désormais sur leur propre territoire et de développer de nouveaux projets, de nouveaux modèles. L'Ukraine, elle aussi, essaie de participer et de devancer dans cette course, euh, course d'armement de drones. Euh, En ce qui concerne les hommes, ça, c'est plus sensible, car bon, il s'agit d'un des clivages principaux qui, qui structurent actuellement la société ukrainienne. Bon, là, je vais en parler enfin, tout à l'heure quand je parlerai justement de ces clivages. Mais voilà, en ce qui concerne l'armée, il y a le besoin en technologie, en armes, munitions et en hommes. Euh, donc, pour le côté militaire, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, il y a le risque, bah, vous connaissez, vous savez tous et toutes euh, vous avez entendu parler de la prise d'Avdiivka, la ville quand même qui comptait une quarantaine de mille de personnes avant le début de l'invasion. Euh, la banlieue de Donetsk, qui a été finalement prise par les Russes avant-hier. Et cela ne veut pas dire que bah, le front est déchiré, etc. Donc, ce qui ne veut pas dire que les Russes avanceront dans le même, au même rythme demain, plus à l'ouest, mais ce qui veut dire que de nouvelles offensives russes ne sont pas du tout exclues. C'est la nature justement dynamique de l'impasse. Donc, les Russes, on peut réfléchir, on peut visualiser leurs possibles nouvelles, leur offensive éventuelle dans l'oblast de Zaporizhia, donc le petit morceau qui a été repris en été 2023. Euh, Maintenant, c'est là-bas que les Russes peuvent essayer de déjouer la situation. Euh, ou bien, il y a toujours le risque lié à la ville de Kharkiv, qu'il est impossible de faire déménager plus loin de la frontière. Donc, il y a toujours cette quarantaine de kilomètres qui séparent Kharkiv de la frontière. Et donc, il y a toujours des risques d'une nouvelle offensive dans cette direction, depuis le territoire russe. Euh, et tous, je pense, en Russie, mais surtout en Ukraine, désormais, tout le monde s'est rendu compte que la guerre, ce n'est pas bientôt fini. Que si en automne 2022, tout le monde a été très enthousiaste, très optimiste, et on s'attendait à ce que la guerre, à ce que l'invasion prenne sa fin assez bientôt.
Maintenant, c'est évident pour les grandes couches de la population en Ukraine que c'est la nouvelle réalité, hein, et il n'est pas du tout évident quand et comment ça va être fini. En attendant, les régions occupées, les territoires qui restent sous le contrôle russe, quelle est la situation là-bas? Bon, il y a le processus qui s'appelle en russe, bon, les Russes utilisent le mot passeportisation pour décrire les actions consistant à contraindre la population par plusieurs voies, plusieurs mécanismes, contraindre à obtenir les passeports russes. Donc, concrètement, il s'agit par exemple du déni de l'aide médicale, du déni de participation dans de nombreuses démarches administratives qui sont nécessaires pour vivre, pour continuer la vie dans la société, sans de déni de cette participation aux non-citoyens russes. C'est-à-dire aller, aller voir un médecin, aller obtenir un bout de papier nécessaire, je sais pas, un justificatif que vous êtes bel et bien résident de l'appartement X à l'adresse Y. Tout ce genre de petites choses devient de moins en moins réalisable sans le passeport. Voilà le mécanisme. Sauf les élections. Paradoxalement, les élections présidentielles russes qui s'approchent ne nécessitent, la participation dans ces élections ne nécessitera pas forcément la citoyenneté. Euh, Normalement, c'est tout l'inverse, mais voilà, parce que les autorités russes veulent s'assurer de la plus grande participation, du plus grand taux de participation. Là, ils sont prêts à permettre à n'importe qui d'aller voter parce que c'est les chiffres qui remportent. Euh, il y a tout ce qu'on lit sur les enfants. Les enfants d'un côté déplacés en Russie, de mémoire, c'est à peu près une vingtaine de mille d'enfants qui sont quelque part en Russie, qui sont les enfants les plus vulnérables, donc les orphelins, ou bien tout simplement les enfants séparés de leurs parents. Et d'autre côté, il y a les enfants qui restent sur place, dans les villes occupées, mais ils font l'objet de l'attention particulière des autorités occupationnelles, parce que euh, dans la stratégie russe, la place privilégiée de, immédiatement derrière l'armée est occupée par les institutions, les appareils étatiques idéologiques, c'est-à-dire l'école et tout ce qui concerne la bonne façon d'élever les bons citoyens. Et donc, c'est les enfants vers lesquels tous les efforts concernant l'éducation, la formation militarisée, la formation soi-disant patriotique, etc., tous les efforts sont dirigés là-bas. Euh, il y a aussi les régions libérées où tout n'est pas non plus aussi bien. Les choses, il y a des problèmes sociopolitiques liés notamment à la question des collaborateurs. Parce que les autorités ukrainiennes prennent parfois trop de liberté euh, dans le, dans la définition de qui est collaborateur. Et souvent, bon, il y a beaucoup de cas où les gens occupant des positions assez techniques dans les administrations sous occupation, par exemple, hum, des petits fonctionnaires, surtout ce sont des femmes, des petites fonctionnaires
qui acceptent, qui travaillent, je sais pas, avec les papiers, qui travaillent dans les permanences euh, au public, maintenant, ils sont accusés et ils risquent des décennies en prison. Donc maintenant, ce sont les procès qui se déroulent en ce moment. Euh, Ailleurs, la guerre, les dégâts de la guerre sont surtout les dégâts économiques. Donc, je ne vais pas parler au nombre de mutilés, tués, etc. Mais au niveau de l'économie, il y a la blocade maritime, euh, il y a le fameux couloir maritime fait et qui marche tant bien que mal pour les grands. Sauf que tout le monde, personne ne parle aux métaux qui, eux, restent bloqués quasiment complètement. Alors que normalement, la métallurgie, elle a été même beaucoup plus importante pour l'économie générale que le secteur agraire. Donc, il y a cette blocade qui empêche le fonctionnement des entreprises, même celles d'entre elles qui sont relativement loin de la ligne de front et qui normalement qui pourraient marcher et produire des choses pour l'économie. Vous connaissez sans doute aussi la situation à la frontière polonaise où le nouveau gouvernement de Donald Tusk a décidé de jouer la carte populiste euh, en laissant euh, les agriculteurs polonais se mobiliser aux frontières parce que, soi-disant, le blé ukrainien fait du dumping, etc. Et en plus, de toute façon, c'est le blé contaminé, c'est le blé qui n'est pas bon pour les humains, etc. Donc c'est- il y a pas mal de fausses informations. Il y a aussi parfois de vraies informations, mais le résultat, c'est que l'exportation est vraiment empêchée, euh, tandis que, euh, tandis que le budget public souffre du manque de moyens. Parce que traditionnellement, l'économie ukrainienne est très dépendante des exports, donc de la monnaie venant des exportations. Qu'en est-il autrement du budget de l'État? Il dépend de l'aide maintenant. J'ai déjà dépassé le temps? Non, 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 non. Bon, Tu peux encore pendant 10 bonnes minutes. d'accord. Euh, donc, en économie, il y a la dépendance maintenant complète de l'aide venant de l'extérieur. Pas toutes les aides sont destinées, pas toutes les aides sont utilisables à des fins militaires. C'est pourquoi le maximum des fonds disponibles, des fonds collectables, prélevables à l'intérieur du pays par l'État sont dirigés vers l'armée. Et alors que les aides extérieures, les aides financières de l'Union européenne et des États-Unis, c'est l'argent qui est dirigé pour assurer le fonctionnement de l'État, pour payer les salaires aux fonctionnaires, aux médecins, aux professeurs, pour payer les retraites et toutes les aides sociales, etc. C'est pourquoi chaque nouveau débat dans le Sénat états-unien euh, est suivi de manière très attentive en Ukraine parce que chaque petite pause prise par les Trumpistes aux États-Unis risque de se matérialiser en des retraites non payées en Ukraine.
Sinon, bon, on est tous lucides quant au risque de l'élection de Trump, ce qui signifiera peut-être l'arrêt de tout, quasiment tout soutien, qui au niveau militaire, bon, je n'en parle même pas, mais au niveau économique, ça conduira à l'hyperinflation, euh, à l'instar de celle qui a déjà eu lieu en Ukraine aux années 90, quand on payait des millions pour acheter un chewing-gum, etc. Parce que s'il n'y a pas de ressources venant de l'extérieur, l'État devra euh, passer à passer à imprimer, à produire de la monnaie de manière plus risquée. Euh, il y a bien sûr les risques, bah, les dégâts apportés par les mines, c'est-à-dire s'il y a des grands territoires contaminés par les mines et par les obus non explosés. Ça veut dire que l'agriculture souffre. Bon, les champs ne sont plus praticables. Les risques de frappes aériennes, bien sûr, ça empêche également les entreprises industrielles. Et dans le sens plus large, tout cela nous conduit vers le risque de l'abandon progressif de toute cette zone très peuplée, très densément peuplée de, de l'Est et du Sud de l'Ukraine, qui est très industrialisée, très peuplée, et sauf que les nouveaux investissements, bien sûr, c'est normal qu'aucun investisseur euh, ne veut investir dans Akrévéry, par exemple, cette ville qui est à 100 km du fond et qui risque d'être cible d'une prochaine attaque aérienne. Donc, toutes les nouvelles usines, par exemple, de drones, ont tendance à se situer à la frange occidentale de l'Ukraine, ce qui est problématique du point de vue socio-économique et politique, parce que la population risque d'être laissée pour compte, risque de se sentir abandonnée par le nouveau, par la société au sens large. Et finalement, l'industrie, elle, fait concurrence avec l'armée pour les hommes et les femmes, mais surtout les hommes. Maintenant, d'ailleurs, il y a j'ai vu pas mal d'annonces de postes très bien payés dans l'industrie qui ont été jusque-là réservés aux hommes. Mais maintenant, les femmes sont très sollicitées pour devenir, par exemple, des machinistes de bulldozers dans les carrières, parce qu'il y a un rude déficit de la main-d'œuvre. Euh, Denis, Oui. est-ce qu'il serait possible que tu donnes quelques moments sur les deux problèmes actuels, sont les questions sociales, et en Mm. particulier les réformes du droit du travail et quelques problèmes chez les étudiants, et Mhm. le deuxième point, c'est le problème de la conscription qui pose problème. Mm. Si tu pouvais faire ça en 10 minutes, ce serait bien. Après, on donnerait la parole aux camarades. Oui, oui, j'y passe, oui. Justement, donc la conscription, c'est les controverses autour de la bonne façon de trouver les gens pour l'armée, de mobiliser les gens. C'est le clivage peut-être principal dans la société ukrainienne en ce moment. C'est la lutte qui, on dirait, déchire la société car euh, l'élan général, l'élan patriotique qui a été là au premier mois de l'invasion bah, n'est plus vraiment, ne fait plus partie de la réalité sociale. Cela ne veut pas dire que les gens se sont devenus pro-russes, etc., ou même que les gens
se sont déchantés et veulent obtenir la paix à n'importe quel prix, mais la valeur, ben, ils ont réussi de retrouver la valeur de leur vie quotidienne, routine normale. Parce que dans les premières semaines de l'invasion, c'était la grande mobilisation patriotique, les queues devant les commissariats d'armée, parce que à cause de ce sens d'urgence et de sens de la catastrophe imminente, voilà. Donc, autant de mourir avec les armes en main plutôt que plutôt que, plutôt que sans armes. Maintenant, la situation est quand même différente parce que les humains sont des êtres très adaptables, très flexibles, et les humains savent s'adapter même à des situations comme celle-ci, de la guerre quotidienne, des frappes quotidiennes. Et finalement, voilà, la plupart de la population qui ne s'est pas enrôlée en l'armée à l'époque a retrouvé euh, la vie quotidienne et n'a pas envie de partir servir. Il y a donc il y a une grosse réticence. Beaucoup de gens vraiment ne partent, beaucoup d'hommes ne sortent pas chez eux par peur d'être trouvés, d'être repérés par les agents de l'armée à la rue. Donc, par contre, une autre partie de la société, ce sont les militaires actuels, ainsi que leurs proches, leurs femmes, leurs familles, qui, eux, naturellement, se sentent, qui n'ont pas beaucoup de sympathie envers ceux qui ne veulent pas aller les rejoindre en armée. En effet, il y a leur sentiment d'injustice ressenti chez eux parce que, voilà, nous sommes les premiers qui ont répondu. Nous avons pensé que c'était pour donner du temps à se préparer aux autres, alors que maintenant, ces autres se foutent de nous, se foutent de notre sort, ne veulent pas du tout venir nous rejoindre et nous remplacer, alors que nous sommes quasiment dans la situation des esclaves. Nous sommes la propriété de l'État. Il n'y a pas de perspective de remplacement. Voilà, nous sommes là jusqu'à ce qu'on nous tue. Et ce clivage est très dynamique parce que du moment, bien sûr, que un homme est mobilisé, un homme est convoqué et est enrôlé en l'armée, et lui, mais aussi toute sa famille, passe immédiatement à l'autre côté de ce clivage. Maintenant, désormais, il partage le programme des militaires, c'est-à-dire cette loi proposée qui renforcerait euh, la mobilisation, la conscription des civils en vue de laisser partir, laisser les militaires aller à la retraite après 36 mois de service. Donc, moi, je n'ai pas de bonne réponse et je doute qu'il y a des gens qui en ont. Voilà, c'est la question douloureuse euh, dans la société. D'autres choses, d'autres luttes, c'est en effet, il y a pas mal de luttes sociales qui ne prennent pas les premières pages des journaux, mais, et d'ailleurs, je m'en doute que les membres, les gens qui assistent à mon discours ici peut-être sont mieux au courant que moi concernant quant aux luttes des infirmières en Ukraine, le mouvement Soi Komnina, les luttes des étudiants, notamment le syndicat anarchiste étudiant Premadia, l'Action directe, s'est ressuscité et maintenant agit dans plusieurs régions euh, contre la corruption ou d'autres
problèmes ou de problèmes sociaux qui touchent les étudiants. Il y a d'autres cours de métier qui sont parfois, qui ne sont pas, il ne faut pas se mentir, ce ne sont pas des dizaines de milliers de personnes, ce sont des vagues assez pointillées, mais des luttes assez, voilà, assez pointillées, mais ce sont quand même des luttes qui méritent bien sûr tout notre soutien. Et une lutte qui a le caractère le plus universel, c'est la lutte contre les initiatives du gouvernement dans le domaine de la loi du travail. Parce que le gouvernement de Zelensky, c'est quand même un gouvernement néolibéral. Ce sont les gens qui ont grandi aux années 90 et pour lesquels, effectivement, la liberté totale de l'économie, la liberté des oligarques, mais aussi des syndicats, par exemple, donc le programme néolibéral pur et dur, c'est le bon sens pour eux. Et voilà, ils sont très sincères, malheureusement, en voulant simplifier les procédures de licenciement, en voulant se débarrasser, affaiblir les syndicats au lieu de travail et faire d'autres choses bah, qu'ils ont déjà commencé à faire euh, en 2022, en été 2022. Donc pour finir, la dernière phrase peut-être, je suis désolé de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir finir avec une note optimiste, parce que en effet, il y a dans la société ukrainienne le, euh, le sentiment général, c'est plutôt celui du pessimisme généralisé quant à l'économie, quant aux perspectives économiques, quant aux perspectives militaires. Et ce qui se matérialise dans dans les taux de confiance en institutions qui tombent pour toutes les institutions. Jusqu'au, euh, jus- Jusqu'à l'automne 2023, l'armée était la seule institution qui n'a pas souffert de cette chute. Maintenant, l'armée, elle aussi commence à perdre en confiance de la part de la population selon les sondages. Voilà, c'est pour résumer, c'est difficile, c'est difficile partout dans tous les domaines, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut se dissoudre, j'espère non. Bon, donc la société ukrainienne mérite toujours tout notre soutien, euh, parce que d'autant que c'est la phase assez dure, assez difficile pour elle. Voilà, merci. Nous sommes 60. Merci, Denis. Euh, nous sommes plus de 70. Donc, les interventions, tâchez de limiter à 2, 3 minutes. Et si vous souhaitez intervenir, vous levez la main. J'espère sur mon écran, j'ai le premier tiers. J'espère ne pas vous rater, hein. Donc, j'ai noté Bernard. Les deux. Y a-t-il Bernard, Patrick, allez, encore un ou deux autres. Dans la mesure du possible, je vais essayer de faire la- à la fois les hommes et les femmes, et s'il y a des femmes, ce sera la priorité s'il y a trop d'hommes. Et puis, pour le moment, c'est tout ce que j'ai comme camarade qui souhaite intervenir. Donc, allons-y pour Bernard. Bien. Juste deux questions pour Denis. La première, ça concerne un aspect économique sur les flux financiers d'aide à l'Ukraine. Je voulais savoir quelle était la situation vis-à-vis de la dette, je parle bien de la dette, hein, de l'Ukraine à l'égard des principaux donateurs, pays d'Europe, États-Unis, etc. Puisque un mot d'ordre que nous avons avancé, c'est annulation de la dette. Encore faut-il qu'il y en ait une, évidemment. Donc, j'aimerais avoir un petit peu la mesure de cette chose. Deuxième question qui n'a rien à voir. Alors, peut-être que Denis, tu ne pourras pas répondre, sauf si tu as lu des sondages ou
tu as eu des témoignages. Quel est le sentiment de la population ukrainienne à l'égard des différents peuples russes, enfin des citoyens russes, et en particulier de l'opposition? Voilà, c'est les deux seules questions. Patrick. Oui, bonjour Denis. Non, juste, je voudrais que tu nous dises quelques mots de ton livre que tu vas publier au mois de mars, parce que je pense que c'est un enjeu politique, y compris aujourd'hui dans la situation ukrainienne, sur la question de la formation et la destruction, je ne sais pas comment on peut dire, un making de la classe ouvrière, notamment puisque c'est sur Ribéry que tu as beaucoup travaillé. Et c'est un élément, moi, qui me paraît extrêmement important parce que finalement, le prolétariat ukrainien est extrêmement affaibli s'il n'a pas cette composante-là, à mon sens. Y compris du point de vue de ses traditions historiques de lutte, etc. Il y a une culture historique qui risque de se perdre du point de vue de la classe ouvrière. Donc, que tu parles du livre. Et juste une petite remarque, Denis, en toute amitié, je ne crois pas que Prima Dia soit un syndicat anarchiste. Je pense que le premier, celui d'aujourd'hui, peut-être que celui des années 2010 avait une sensibilité libertaire, mais de ce que je sais, des échanges que j'ai avec les camarades de Prima Diga, ils se considèrent comme vraiment une coalition, ce qui ne veut pas dire large hein, du point de vue politique, y compris Maxime Choumatov me disait qu'il y avait des étudiants sociodémocrates qui étaient dans le syndicat, mais ce qui n'empêche pas, comme ils le disent, d'être radical et de porter une utopie radicale. Voilà. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles de ton livre, qui malheureusement va paraître en anglais au mois de mars, et qui est très cher. Hein. Ton éditeur. Vincent, et après on donnera la parole à Denis. Oui, Quand, bonjour. quand vous avez fini, baissez vos mains, s'il vous plaît. Oui, donc, bon, merci Denis. Moi, je m'interroge sur plein de choses, mais là, je voudrais surtout aborder un sujet que tu connais sans doute mieux que moi, puis d'autres pourront peut-être intervenir. Le rapport entre la jeunesse et le combat armé contre l'invasion russe. Sachant que la conscription démarre à 27 ans, pour autant que je sache, donc les jeunes, vraiment jeunes, ont été épargnés, mais il m'a semblé que lors de la grande invasion de février-mars 2022, beaucoup se sont engagés dans la défense territoriale, puis je sais que c'est le cas de pas mal de camarades, je les suivis sur les réseaux sociaux, garçons et filles. Certains d'entre eux y sont encore, je suppose, et ont dû intégrer l'armée. D'autres n'y sont plus, et par contre, on voit aussi des jeunes qui sont tout à fait contre l'invasion, mais qui ne veulent pas se faire embarquer dans l'armée. Ça devient un sérieux problème. Donc, comment les choses se présentent par rapport à ça, sachant que, oui, c'est le plus douloureux des problèmes, mais il faut des gens dans l'armée, c'est incontournable. Et bon, je ne veux pas parler trop longtemps, mais il me semble que ce problème est vraiment lié aux questions démocratiques et sociales. Pour que les gens aient envie de se sacrifier, il faut que ça soit, que ce qui se passe soit juste, quoi. Voilà, ma question et observation en même temps. Merci. Denis, tu as déjà beaucoup de questions importantes à essayer de nous traiter en quelques minutes. Enfin, quelques Ok. minutes, 5-10 minutes. Hein. Oui, non, pas plus. Ouais. Alors, la dette. Oui, en effet, j'en ai pas parlé, mais il y en a. Et la dette, ça existe bien, bel et bien. Euh, euh, Elle n'a pas été annulée, mais en automne 2022, et la décision a été prise quant au gel des paiements du service de la dette. C'est-à-dire, cette décision a été prolongée, a été prolongeable une fois et elle a été prolongée jusqu'à donc la fin d'été 2024. Ça veut dire que à partir du septembre prochain, l'Ukraine devra recommencer les paiements des, euh,
des dettes, servir les dettes, c'est-à-dire pas que payer pas que retourner les sommes empruntées, mais aussi les intérêts. Ce qui sera bien sûr voilà, assez douloureux. Et donc, en termes de si on parle du programme, des revendications du mouvement solidaire, le problème ici, c'est que une grande partie, la majeure partie de l'aide venant des États-Unis et de l'Europe, ce ne sont pas des ce ne sont pas des bourses, mais ce sont des prêts. Des prêts qui augmentent le niveau de la dette et finalement, à un moment donné, l'Ukraine devra reconstituer toutes ces sommes au gouvernement de nos partenaires occidentaux. Donc voilà le problème. L'opposition, les attitudes aux Russes et à l'opposition russe. Bon, j'imagine que cette question a été née en suivant les discussions sur Twitter, peut-être suite à la mort de Navalny, parce que là, c'est un des moments où je peux avoir honte d'avoir des concitoyens voilà, qui n'ont rien de mieux à faire que d'inonder les espaces médiatiques numériques voilà, par leurs commentaires haineux envers n'importe quel Russe, envers Navalny, par exemple. Euh, bon, d'un côté, c'est vrai que ça correspond aux états d'esprit d'une certaine partie de la société. Il y a beaucoup d'émotions dans la société, assez peu de raisonnement et assez beaucoup d'émotions et d'émotions qui ne sont pas très belles. Bon, de la haine, de la peur, voilà. Cela dit, les campagnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux ne sont pas, tout cela n'est pas représentatif de la société en général. C'est quand même une élite relative, bon, la classe moyenne, qui évite, surtout, qui est surreprésenté à l'Internet. D'après ce que je sache, et surtout, il faut faire confiance, pas à moi, mais par exemple à Daria Saburova, que vous connaissez tous, euh, qui, euh, qui a fait, qui fait des déplacements réguliers, qui parle à des gens de la classe ouvrière, bon, à des gens des classes populaires, plus nombreux que cette petite élite. Et là, chez eux, les esprits sont beaucoup plus tolérantes ou bah, de toute façon, ils sont beaucoup plus soit tolérants, soit même bah, amicaux envers les Russes qui ne sont pas Poutine, n'appartiennent pas au gouvernement. Voilà, et ça me permet aussi de commenter, de dire quelque chose sur les livres parce il y en a deux. Le mien, en effet, ça sera malheureusement en anglais et ça sera cher parce que c'est le livre destiné aux universités. Bon, je suis désolé. L'autre, dans le mien, dans mon livre, en effet, je présente les résultats de mes enquêtes dans cette ville Kryvyi Rih, la ville minière à l'est de l'Ukraine. Et j'essaie de tracer les processus de constitution ou déformation, ou comment la classe ouvrière se fait et se défait. Là, comme d'habitude, je suis assez pessimiste en fait. Euh, il y a bien la classe, mais je n'ai pas trouvé grand-chose comme capacité politique de cette classe-là. Il y a bien sûr ces syndicats indépendants qu'on connaît tous maintenant, mais ce sont des minorités vertueuses, alors que la masse générale est plutôt dépolitisée,
Donc, fuit tout ce qui est le politique, parce que la politique, c'est la sphère de corruption, la sphère à éviter. Bon, mais je ne veux pas en parler très longuement parce que voilà, je ne veux pas monopoliser la discussion là-dessus. Voilà, il y a ce livre très recommandé à acheter, mais bon, vous pouvez de toute façon, je pense, télécharger sur les sites pirates. Je vous invite à pirater le livre et le lire. Et surtout qu'il y a le deuxième livre, celui écrit par Daria Saburova, qui va être également publié en mars, courant mars, peut-être avril, et qui est un peu comme sequel du mien, parce qu'elle a fait son terrain dans la même ville. Parfois, elle a parlé aux mêmes gens que moi, sauf qu'elle l'a fait pendant cette invasion. Donc, la meilleure façon de consommer les deux produits, c'est en combinaison, l'une après l'autre pour justement apprécier les changements ou le manque de changement dans les esprits, dans l'état de politisation des ouvriers ukrainiens avant la guerre et ensuite c'est derrière qui parle plutôt de ce qui se passe après le 24 février 2022. Bon, je pense qu'on pourra éventuellement peut-être en parler, faire un événement, je sais pas, on verra. Bref, pour le moment, juste sachez qu'il y a ces deux livres qui vont être publiés dans un petit mois. Premadia, ça ne m'étonne pas. Oui, oui, volontiers. En effet, aux années 2000, 2008-2010, Premadia a été beaucoup plus ouvertement anarchiste. Maintenant, en effet, il y a du changement générationnel. Il y a bien sûr des militants anards, ça c'est sûr, mais euh, je ne parlerai pas de tous les effectifs actuels. La jeunesse qui ne veut pas aller à l'armée. Bon, en effet, contrairement à la plupart des guerres actuelles, euh, en Ukraine, l'armée est vieille. Bon, démographiquement, ce sont des hommes dont l'âge moyen serait aux alentours de 50-55 ans. Alors que les jeunes sont laissés se reproduire peut-être, produire davantage de main-d'œuvre avant qu'ils ne sont eux aussi convoqués. C'est une interprétation. Euh, ce qui laisse, ce qui fait ce qui contribue à la situation où à partir de bon, la période entre 18 ans, l'âge de 18 ans et l'âge de 27 ans, c'est la période pour un jeune homme quand il n'a plus le droit de quitter l'Ukraine, mais il n'est pas convoqué s'il ne le veut pas. Il y a des volontaires, il y a ceux qui y vont et qui meurent souvent. Euh, mais, euh, mais en effet, bon, pour moi, bon, vous voyez, moi aussi, je suis à Paris, je ne suis pas dans les tranchées. Donc voilà, dans une certaine manière, moi aussi, je fais un choix de ne pas y aller. Euh, mais au niveau national, au niveau de la coordination de la stratégie militaire, bien sûr, ça pose un problème. Et cette confiance qui tombe, elle est bien sûr, elle est responsable pour ce manque de volonté de rejoindre les forces armées. Euh, la corruption, bon, la corruption, c'est la cible facile. Tout le monde déteste la corruption, tout le monde accuse la corruption. Voilà. Et c'est vrai, mais les vraies raisons sont peut-être plus profondes. Euh, il, il, s- il s'agit, euh, à toute évidence, on peut aussi parler aux questions de la justice sociale, donc au sein de l'armée, mais aussi au sens plus large de la société. Donc, c'est-à-dire que le projet national, il n'est pas toujours complet, il n'est pas toujours visible.
Donc, si au début c'était clair que qu'est-ce qu'on est censé protéger en étant des soldats? Bon, notre vie quotidienne, tout simplement, au début. Maintenant, ça ne suffit pas, alors que un projet national, un projet, voilà, par exemple, on veut bâtir un pays avec, je sais pas, avec des droits sociaux, avec de la prospérité, prospérité qui sera construite par une certaine voie, je sais pas, social-démocratique ou bien libéral, n'importe quoi, mais n'importe quel projet serait, bah, pourrait aider, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas jusque-là. Jusque-là, le gouvernement reste dans l'immédiateté des slogans plutôt que dans la vision stratégique. Voilà. Sinon, j'ai vu maintenant un camarade belge qui s'appelle Thomas. Si d'autres camarades souhaitent intervenir, n'hésitez pas. J'ai Stéphane après. Y en a-t-il d'autres? Je ne vois pas. Ben, allons-y. Thomas, à toi. Oui, c'est un peu sur autre chose. Donc, je conseille vraiment tout le monde de lire une fois ce dernier rapport. Et il y a un nouveau tout récent du Kiel Institute. Hein. Donc, tous ces chiffres, ça se limite, hein, on le sait bien, mais ceux-là sont intéressants et probablement les plus complètes sur une série de choses. Et là, ce qu'on voit très bien, c'est, et maintenant, ils ont raffiné leur manière de compter et de suivre tout ça. C'est la grande distance entre, disons, pour nous, hein, entre nous, les promesses, les sommes, et en anglais, c'est le terme qu'ils utilisent. euh, et les sommes vraiment accordées déjà. Et on va aussi sur plein de choses. Donc, ils ont aussi fait une liste de transparence des gouvernements qui montrait très bien que les gouvernements, les États, surtout au nord de l'Europe et dans les pays baltes, mais aussi l'Allemagne et une série d'autres pays qui ont se livre le plus maintenant en Europe, que ce soit en aide financière, humanitaire et militaire, sont aussi les plus transparentes. Un pays comme la France est en termes de transparence sur ce qu'elle fait réellement très peu transparente. Ça vaut aussi pour mon propre pays, pour la Belgique par exemple, qui dans ce sens est plutôt chez les pays comme dans la lignée, aussi sur le plan diplomatique, je pense, des pays comme la France, l'Italie, etc., que des pays du nord de l'Europe et de l'Allemagne. Euh, il y a aussi, on peut aussi voir très bien comment certains pays, par exemple la France, font du window dressing. Hein. Euh, donc, par exemple, il y a des chiffres intéressants sur le nombre de réfugiés ukrainiens, avec des chiffres très précis maintenant par pays, qui montrent que la France accueille 5 000 réfugiés de moins que la Belgique, qui accueille 3 fois moins de réfugiés ukrainiens que les Pays-Bas et que nos voisins du Nord. Mais par contre, il y a aussi une statistique, dans une statistique, il y a la part de l'aide accordée aux réfugiés. Et là, la France dit accorder 3 fois plus pour les réfugiés ukrainiens, qui sont donc 5 000 de moins qu'en Belgique, que la Belgique. Et on sait que l'accueil des réfugiés ukrainiens en Belgique n'est pas mal hein, comparé avec une série d'autres pays. Les conditions ne sont certainement pas mal. Donc, il me semble très peu probable que la France, en réalité, accorderait une somme de 3 ou même plus, fois de plus à l'accueil de 5 000 réfugiés de moins. Et quand on regarde la France, par exemple, elle est un des pays en Europe qui accueille en comparaison avec la population française le moins de réfugiés ukrainiens.
Et donc, c'est vraiment un des pays qui en comparaison, accueille peu de réfugiés ukrainiens. Moins que la Belgique, en chiffre absolu, 5 000 moins que la Belgique, par exemple. Mais c'est intéressant de regarder de près ces chiffres. Ok. Avant de donner la parole à Stéphane, les amis qui n'interviennent pas sont priés d'arrêter leur micro parce qu'il y a des interférences. Stéphane. Oui, bonsoir tout le monde. Merci à Denis pour toutes ces informations et éléments d'analyse. J'ai trois questions. La première, qu'est-ce qui se dit dans la société ukrainienne, si on peut dire comme ça? Que disent les gens sur le remplacement du général Zaouzny et de son équipe, hein? Donc l'échange total de l'état-major, hein, par le nouveau général, le nouvel état-major. Comment c'est interprété? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Personnellement, je n'y crois pas trop, mais ce n'est qu'une impression. Est-ce que c'est vrai que le président Volodymyr Zelensky se serait en quelque sorte débarrassé de Zaouzhny en tant qu'un concurrent politique? Deuxième question, est-ce qu'on sait que sont devenus tous ces différents groupes armés des Russes ou des Biélorusses, par exemple le régiment Kalinovski, ainsi que la Légion, je ne sais plus comment ils s'appelaient, qui ont attaqué euh, euh, Belgorod et d'autres régions frontalières du côté russe. Euh, le régiment russe formé par l'ancien député russe Ponomaryov. Est-ce qu'on sait quelque chose là-dessus? Parce qu'on n'entend plus parler depuis des mois de ça. Et finalement, est-ce que tu peux brosser au moins de manière grossière la composition politique du Parlement ukrainien, s'il te plaît? Après, il y a Anne et Mariana. Et moi, j'en profite pour poser une question. Tu as bien indiqué que la conscription, c'est à partir de 27 ans. J'ai cru comprendre que le projet était effectivement de baisser l'âge de la conscription à 25 ans. Qu'en est-il réellement? Voilà. Après Anne et Mariana. Du coup, j'y vais? Oui, oui, bien sûr. Oui, pardon. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup, Denis. Moi, je voulais. Non, mais c'était juste pour. Enfin, oui, j'ai une question à poser, peut-être à Denis, mais aussi à Patrick, qui nous fournit énormément d'informations sur toutes les petites mobilisations locales. J'ai parfois l'impression d'une tension dans la compréhension ou d'une contradiction, je ne sais pas comment le dire, entre le fait qu'il y a tous ces problèmes sociaux qui survivent. Je lisais sur un site ukrainien il y a 2-3 jours qu'il y avait un projet d'un député de la Rada pour supprimer les avantages, enfin, qui avait fait une des grandes déclarations en disant que tous les avantages sociaux en Ukraine, ça datait de l'époque soviétique et qu'il fallait en finir avec tout ça, etc. Donc là aussi, cette forme d'économie de guerre. Donc, il y a toutes ces tensions quand même autour des questions sociales et en même temps des mobilisations locales qui reprochent, par exemple, aux autorités locales de ne pas assez donner pour la guerre. Donc, voilà, j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus, Denis. Et puis, juste, sinon, c'était pour répondre à l'avant-dernière question sur les Russes un petit peu, parce que j'ai quelques infos là-dessus. On ne peut pas vraiment communiquer, mais il n'y a pas que la Légion Liberté de la Russie, il n'y a pas que des ultranationalistes russes, il y a des gens extrêmement divers, il y a des
je ne sais pas comment dire, des combattants, des mercenaires peut-être professionnels, mais quelque part, ceux qui les recrutent font un peu flèche de tout bois. Il y a quelques personnes venant disons, de nationalité non russe, même si c'est un peu en nombre, je dirais que c'est un petit peu anecdotique. Et il y a une coopération assez étroite avec certains membres, enfin entre ces Russes et des membres du renseignement militaire ukrainien. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Et c'est comment dire? Et il y a aussi, par ailleurs, des efforts faits côté ukrainien pour essayer de recruter des personnes venant d'autres pays aussi. Voilà, donc ça continue à être. Et je pense qu'aussi que c'est une réponse au déficit, disons, de forces militaires de ce côté-là. Mais en tout cas, du côté des Russes, oui, il y a la volonté, en tout cas pour certains. Et c'est pas non plus que Ponomaryov, qui a quand même un personnage extrêmement controversé, y compris dans son aventure à Belgorod, voilà, d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, voilà. Mariana, et après Catherine, et après je redonnerai la parole à Denis. Non, moi, ça va aller très vite parce que la première partie de ma question, Anne l'a posée par rapport aux différentes tensions qu'il y a aujourd'hui dans la société ukrainienne, avec ce paradoxe de revendication sociale qu'on ne peut que comprendre et soutenir, et en même temps de dire bah, l'argent, il faut qu'il aille plutôt à l'armée. Donc ça veut dire que c'est aussi au détriment d'une série d'investissements éventuellement sociaux, municipaux, etc., etc. Donc revenir un petit peu là-dessus. Et deuxième question par rapport, tu en as un petit peu parlé, Denis, et merci d'abord pour cet exposé extrêmement complet que tu nous as fait. Les derniers événements militaires autour d'Advika, dont on en entend énormément parler. Je pense qu'on est tous conscients de la force de frappe de la propagande poutinienne aujourd'hui, de l'utilisation qu'ils font côté Moscou de cette victoire, qui en est une, de le fait de les avoir fait reculer dans cette ville. Qu'en est-il exactement? Est-ce que l'avancée va véritablement continuer ou pas? Et surtout, comment la population ukrainienne vit-elle ça? Parce que nous, là, on oscille entre les deux, entre le fait de relativiser ou pas ça et l'énorme offensive, je le répète, que l'on peut avoir côté presse et côté poutinienne, avec les relais côté presse, et qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête des gens, comment ils le vivent, ça. Merci. Catherine. Micro, Catherine. Oui, 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 le micro. Merci. D'abord, merci beaucoup, Denis, pour ce topo très complet. Juste donc trois remarques brèves en commentaire de ce qui a été dit et questionnant en même temps. D'abord, en ce qui concerne donc pour nous-mêmes, ce qu'a dit Thomas sur l'Institut de Kiev de Kiel et les chiffres qui sont donnés, ce qui est très important aussi, et c'est vrai notamment pour les chiffres concernant la France, c'est le grand écart non seulement entre les promesses et ce qui est délivré pour l'Ukraine réellement, mais aussi pour notre propre propagande dans chacun de nos pays, le grand écart entre ce qui est dépenses militaires et augmentation des budgets militaires utilisant la guerre comme une raison de ça, et en même temps la part considérable qui ne va pas du tout à l'Ukraine, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne la France, précisément la France-Afrique, c'est énorme, les dépenses militaires françaises évidemment, qui ne vont pas du tout à l'Ukraine. Donc ça veut dire une logique de contrôle politique sur tout ça, qui est très importante. Deuxième remarque, et une question alors pour nous, mais aussi pour Denis, concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Je suppose bon, qu'il y a une perception, je ne sais pas si ça fait partie des débats et des préoccupations populaires, donc ça c'est un peu la question. Je pense que dans les milieux les plus politisés, et en ce qui concerne y compris les discussions qu'on peut avoir avec nos camarades, l'adhésion à l'Union européenne est perçue positivement comme quelque chose qui va protéger, d'une part le pays, y compris qui peut prendre le relais des États-Unis dans la perspective des élections notamment à venir, bien sûr, et de la diminution de l'aide, et avec la montée en puissance de l'aide venant de l'Union européenne ou des pays membres de l'Union européenne
pour l'Ukraine. Donc, je voulais que tu me confirmes cette perception, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter nous maintenant, mais qui est urgent que nous discutions par rapport à l'état d'esprit dominant dans les milieux qui sont peut-être sur cette liste, qui sont un état d'esprit critique à juste titre vers l'Union européenne, mais qui du coup risque de ne pas piger l'importance que l'adhésion ou que le lien à l'Union européenne et les batailles dans l'Union européenne pour aider l'Ukraine a. Et dernière remarque simplement par rapport à ce que tu nous disais, Denis, au début et à la fin, sur les difficultés du combat et de la résistance actuelle. J'insiste auprès de tous les camarades qui sont sur qui écoutent là, sur le fait que au travers du réseau Résu et INSU, donc du réseau de solidarité concret avec la société civile ukrainienne, on peut aider, vraiment. On peut aider dans les initiatives féministes, dans les initiatives de convois syndicaux, dans les initiatives de jumelage avec des associations de la société civile pour aider à résister. Et vraiment, il faut le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, Albert, et après, je redonne la parole à Denise. Albert. Oui, je mets mon micro et mon... La question, Denis, merci, comme tout le monde, je te remercie. La question qui nous hante tous, ici, militants de la solidarité notamment, c'est de savoir si la population ukrainienne peut tenir le coup face à l'énorme machine russe et face aux difficultés de l'armement, etc. C'est ça la question qui nous tracasse en permanence. Bien sûr, on fait état de différents mouvements, de la désaffection, du désenchantement, etc. Et c'est très difficile de faire des prévisions sur la comète, mais c'est quand même ça qui nous travaille beaucoup. Est-ce que dans les différentes couches de la population, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, travailleurs, bref, soldats, quel est l'état d'esprit des soldats au front? Est-ce que ça peut tenir et combien de temps ça peut tenir? Donc ça, c'est une question vraiment. La deuxième, c'est une remarque et une question. Suite à l'assassinat de Navalny et plus globalement d'ailleurs, même avant, on a l'impression d'un tournant, en tout cas médiatique, politique, des Européens. Vous avez vu les titres comme moi de la presse sur le thème qui inverse les choses en disant face au durcissement de la Russie et de Poutine, qui se symbolise par l'assassinat de Navalny, il faut que les Européens, etc. D'autant plus qu'approchent les élections européennes, une poussée de l'extrême droite, hélas, qui risque d'être très importante dans différents pays, et je ne parle pas de l'Italie, de la Belgique, enfin bref, l'Allemagne, et la perspective à laquelle personne ne peut éviter de penser, qui est celle des élections aux États-Unis. Donc la deuxième question, mais qui est moins une question, qui est un thème de débat parmi nous, c'est cette question de la place de l'Europe. Je précise sur ce point qu'il y a un type d'argumentation à gauche, notamment de la part de la LFI, mais aussi de la part du PC, contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, qui est uniquement centrée sur des thèmes très douteux. Très douteux. Le salaire, le miel, les œufs, le poulet, etc. Même Raquel Garrido, hier matin à France Info, qu'on pensait plus en opposition à Mélenchon, le candidat, la tête de liste PC aux élections européennes, qui est dans la roue totale de Roussel, tous sur la même ligne, abat l'Ukraine. Et du coup, dans les manifestations paysannes, en tout cas paysannes, d'une certaine catégorie d'agriculteurs, ce thème revient aussi sans cesse. Donc on aurait intérêt à s'éclaircir les idées là-dessus. Je suis pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, sans délai. Bon, Denis, tu as vraiment beaucoup de questions à répondre. Ok. À toi.
Je ferai de mon mieux. Bon, les mobilisations sociales allant plutôt pour la guerre, en faveur de l'effort de guerre. En effet, oui, j'en ai pas parlé, mais il y a pas mal de manifestations soutenant un peu partout dans toutes les villes, toutes les grandes villes, qui revendiquent la, l'arrêt de tous les travaux publics inutiles, genre les embellissements de la ville, etc., par exemple, afin de rediriger tous les moyens matériels vers l'armée. C'était surtout le fait social de l'année passée, parce que désormais, je pense que ça va céder, car on a déjà passé la loi qui, normalement, réglera tout ça. Il s'agit de la loi de l'impôt personnel, l'impôt revenu, parce que normalement, d'après la législation ukrainienne, après la décentralisation de 2016, ce sont les autorités locales qui bénéficient de ces moyens, des impôts prélevés des résidents de la commune en question. Mais car maintenant, puisque maintenant il y a des milliers, des centaines de milliers de gens en l'armée qui reçoivent des salaires très corrects, il faut le dire. Ce sont bon, des salaires vraiment convoités par la population. Et ces salaires les impôts sont prélevés au niveau local qui donne une manne aux maires pour que ces maires utilisent ces moyens afin voilà, de renforcer leur position politique grâce à cet argent. Et c'était la question. Mais maintenant, à partir, je pense, de cette année, l'imposition des salaires des militaires va bénéficier d'un fonds spécial centralisé attaché à l'armée. Donc, voilà. Je pense que ça va être moins prononcé à partir de là. Mais en gros, dans le sens plus large, bien sûr, il y a des mobilisations aussi, par exemple, en faveur de la libération des captifs de la guerre. Ça aussi, c'est assez courant d'avoir des manifestations à n'importe quelle grande place n'importe quelle place centrale d'une ville. Euh, des, euh, des femmes, des sœurs, des mères, des soldats en captivité manifestent. Bon, il n'y a pas d'objet directement responsable ils exigent que le gouvernement s'active dans ce domaine. Bon, mais au niveau de l'activité de la rue, oui, ça veut dire que la rue, il y a la rue, soi-disant patriotique, qui exige plus de ressources et plus d'attention à l'effort de la défense et à l'armée. Donc oui, ça existe, oui. Et c'est bien sûr que c'est plus écoutable, et c'est plus écouté que la lutte, par exemple, des aides-soignantes qui peut être rebutée en disant que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment pour des revendications civiles, pragmatiques, matérialistes. Avdiivka. Avdiivka, c'est euh, bon, le fameux expert militaire que je suis, bah, je peux dire je peux redire ce que moi j'ai lu à ce propos. Et en gros, d'après ce que je comprends, il s'agit d'une victoire qui n'ouvrira pas la grande voie à l'armée russe à partir de demain. Donc il n'y a pas je sais pas, de chemin ouvert après Avdiivka pour qu'ils continuent leur avancée. C'est surtout une victoire importante pour l'image, pour la stratégie médiatique,
c'est quand même c'est la plus grande ville capturée par les Russes après l'été 2022. Donc, ça fait un moment et c'est pour ça que c'est important. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde doit se foutre d'Avdiivka. Quand même, ça, c'est une ville aussi. Tout comme Bakhmut, elle n'avait pas d'importance hyper centrale stratégique, mais quand même, c'est une ville de plus qui est désormais tombée entre les mains de la Russie. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de tragédie, mais quand même, il y a de la propagande allant dans l'autre sens, dans le champ médiatique ukrainien. Bah, calmez-vous, c'est pas grave. Bon, c'est quand même un peu grave. Au niveau ne serait-ce que politique. Au niveau militaire, en effet, ce n'est pas la fin du monde. Euh, et comme j'ai dit, les prochaines offensives russes sont attendues plutôt ailleurs. Plutôt, par exemple, au sud, dans le front dans l'oblast de Zaporizhia. Euh, donc, il n'y aura pas d'avancement logique à partir de là, depuis Avdiivka. L'Union européenne, oui, j'ai déjà donné, je pense, 2 entretiens à la presse progressiste française où j'ai dû répondre à cette même question. Mais non, la question là, c'était qu'est-ce que, quels sont les dangers néolibéraux liés à l'adhésion à l'Union européenne en Ukraine? Et franchement, avec tout mon criticisme envers l'Union européenne, vraiment, je peine à trouver de réponse. Parce- Peut-être parce que le pire est déjà arrivé. Quand l'association a été signée en 2014, tous les marchés ont été ouverts, où il y a eu déjà une date fixée de l'ouverture des marchés, même les plus protégés. Et donc, tous les changements néolibéraux ont été déjà effectués. Par contre, ce que je vois, c'est plutôt un optimisme tentatif, un optimisme bien, bien mesuré, car l'Union européenne, quand même, elle a un certain seuil au niveau des droits sociaux, au niveau de la protection sociale, au niveau je sais pas, du droit de travail et de la régulation du travail. Euh, Au niveau, par exemple, aussi des droits libéraux, c'est-à-dire bah, l'égalité, la liberté de presse, etc., etc. Ce n'est pas idéal, mais ça présente un certain seuil qui, en dessous duquel il ne sera pas possible de tomber, et qui, d'autant plus qu'il sera puissant au niveau idéologique. Parce que en Ukraine, toujours, tout le monde est hyper optimiste par rapport à l'euro-intégration. Pour tout le monde, c'est un peu le pays, bah, le paradis social, le paradis économique, le summum de la civilisation humaine. Bon, ce qui n'est pas manifestement vrai, mais ce qui sera peut-être utile pour garantir certaines libertés, certains droits sociaux. Voilà. Autre chose, c'est bien sûr, c'est l'Europe. Et voilà, cette question de la gauche européenne qui soutient les pauvres agriculteurs qui souffrent des poulets ukrainiens. Euh, bon, là, il y a bien sûr, évidemment, il y a de la récupération. Il y a... Bon, mais vous connaissez toute cette dimension politique mieux que moi, tout ce qui se déroule au sein de la FNSEA, etc. De mon côté, moi, je dirais que ce n'est pas toujours aussi, ce n'est pas, je ne serais pas contre une critique bien argumentée adressée aux oligarques, à l'oligarque d'ailleurs, c'est une personne qui
entre les mains de laquelle qui concentre entre ses mains toute l'industrie, tous les poulaillers, tous les poulets ukrainiens, Kostyuk, qui bénéficie de cette ouverture de l'Union européenne donnée en 2022. Et il n'est pas du tout le visage de l'éco-responsabilité. Il n'est pas du tout le meilleur employeur du monde non plus. Donc voilà, les pratiques environnementales, les pratiques au niveau des pratiques au lieu de travail ne sont pas du tout exemplaires. Et c'est normal que la gauche européenne critique ça sans que cela ne devienne de la xénophobie. Bon. Tant qu'on critique Kostyuk avec ses pratiques de production, tant mieux pour moi, tant qu'on n'est pas dans la critique de l'Ukraine comme voilà, un pays sauvage qui inonde nos précieux marchés européens. Voilà. Quoi d'autre? Oui. Zaloujny, oui, en effet, il a été viré. Au niveau des informations des informations propagées, des explications propagées dans les médias sociaux, l'explication la plus vraisemblable que j'ai lue, c'est que c'était l'effet de la pression des États-Unis, en fait. Parce que les militaires américains ont voulu vraiment trouver le responsable de l'échec de la contre-offensive, d'autant que Zaloujny a eu des différends au niveau de la stratégie à appliquer, et finalement, il n'a pas exécuté les généraux américains. Donc voilà, c'était plutôt ça. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là quand les généraux parlaient à Zelensky, donc je ne sais pas. Mais c'est la version qui me semble raisonnable. Cette décision, bien sûr, a été très vite récupérée politiquement par l'opposition nationaliste, par l'opposition maintenant gérée par Petro Poroshenko, l'ancien président ukrainien, qui essaie, maintenant, ils font tout possible pour associer Zaloujny, le nom, ne serait-ce que le nom de Zaloujny, à leur marque politique. Et tout ce que vous avez pu lire là-dessus, c'était sans doute des postes provenant de ce camp politique. Au niveau juste l'autre jour, j'ai parlé à Taras Belous, mon camarade qui est maintenant dans l'armée. Et voilà, d'après lui, pour les militaires, il n'y a pas du tout cette différence entre le mauvais Zelensky et le vertueux Zaloujny. S'il déteste les autorités, ça inclut Zaloujny aussi. Voilà. S'ils s'en foutent, ils s'en foutent voilà, pareillement. Donc moi, je ne dirais pas que c'est la trahison ou quoi que ce soit. Les groupes armés, bon, on en a déjà parlé sur les Russes. J'ajouterais juste peut-être que le régiment bélarusse, il existe bel et bien parce qu'il a fait objet d'une attaque médiatique de la population de Twitter ukrainien, juste l'autre jour, parce que d'après les Ukrainiens de Twitter, les Bélarusses n'ont pas le droit de collecter les fonds parce que ce sont des Bélarusses et parce ils osent parler, ils osent se cacher, soi-disant se cacher dans l'armée ukrainienne au lieu de lutter au Bélarus. Bon, bref, c'est autre sujet, mais voilà, ils sont bien actifs. Et il y a ce qu'on appelle la Légion étrangère qui rassemble tous les autres, les Français et les autres étrangers moins nombreux que les Russes et les Bélarusses. La composition politique du Parlement,
il y a la majorité, en Ukraine, on parle de la monomajorité parlementaire du parti l'Observateur du peuple, donc le parti de Zelensky. En outre, il y a l'opposition, bon, les nationalistes, le Poroshenko. Il y a les partis ou les formations politiques héritières de l'opposition soi-disant pro-russe, mais l'important, c'est que le serviteur du peuple, Zelensky, a la majorité qui peut à elle-même prendre des décisions, la plupart des décisions. Euh, L'âge de conscription, pas de conscription, mais de mobilisation militaire, oui, en effet, on propose de le baisser de 27 à 25 ans, tout en abandonnant la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire qui normalement a été effectué entre 18 ans et 25 ans. Donc maintenant, il n'y aura plus de ce service d'une année et demie, je pense. Mais on sera mobilisable militairement à partir de 25 ans. Et finalement, jusque quand l'armée ukrainienne peut-elle se tenir et la société ukrainienne? Mais bon, c'est toute la question. Non, l'armée n'est pas sur le point voilà, de tomber complètement. Ce n'est pas ça. Mais il y a la fatigue qui s'accumule. C'est bien sûr que c'est vrai. Euh, je pense que cet effet de fatigue et de désenchantement peut être renversé, cette tendance peut être renversée si ou quand les Russes renouvellent les offensives de grande ampleur. Donc pas Avdiivka, mais Kharkiv. Donc quand la société verra qu'il s'agit de nouveau non pas du Donbass qui est loin des pensées de la plupart de la population, mais de Kharkiv, de Odessa, pourquoi pas Kiev. Là, il y a la possibilité de résurgence de ce talent des premiers mois. Mais il reste la question des capacités militaires, des capacités techniques, capacités financières. Et c'est ça toute la question parce que euh, si au cours de la première année, même des 2 premières années, la société a pu survivre tant bien que mal grâce à des réserves préexistantes. Maintenant, ces réserves sont épuisées et, par exemple, si les frappes russes sur les objets énergétiques euh, seraient aussi intensives que lors de l'hiver 2022-23, là, je doute que le système énergétique aurait pu survivre aussi bien. Parce que, voilà, donc, et c'est vrai pour tous les autres secteurs, pour tous les autres domaines. Donc, la résilience est là, ses limites techniques, ses limites matérielles. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'aide venant de l'extérieur est la chose primordiale pour tenir le coup. Je pense que c'était plus ou moins toutes les questions. Voilà, dites-moi si j'ai manqué quelque chose. Non, je pense qu'on va faire une dernière série de questions. Il est 20h10 passé. Donc, peut-être que les camarades qui souhaitent à nouveau, enfin, pas à nouveau, qui souhaitent intervenir le fassent en levant la main, s'il y en a d'ailleurs. Et à nouveau Stéphane GJS. Y en a-t-il d'autres? Parce que je pense que ce sera la dernière, hein. Je ne vois plus de main levée. La JS, après Stéphane, et après je redonnerai la parole à Mariana pour nous faire ce qu'elle a dit, promis de nous faire, à savoir un appel pour le soutien
Vous avez bien compris que la réunion de ce jour montre bien ce qu'on savait, à savoir que la situation est un peu compliquée et que l'aide, ce que vient de dire d'ailleurs Denis à plusieurs occasions, l'aide de l'extérieur est absolument importante. Sans doute pas décisif, parce que ce qui est décisif, c'est ce qui se passe en Ukraine, mais l'aide est absolument indispensable. Et donc, je redonnerai la parole après. JS et après Stéphane. Jean pour Oui, les... bonsoir. Justement, ma question concernait l'aide extérieure. Là, l'armée ukrainienne, enfin les autorités ukrainiennes en général, tirent la sonnette d'alarme, disant qu'ils ont les armes n'arrivent pas, il y a très peu de munitions, etc. J'ai entendu dernièrement, c'est un obus face à 10 obus en face. Tout le monde en est de ce côté-là. Quand on entend que des milliards d'euros vont être versés, et ça fait 2 ans que ça dure, mais qu'on ne voit pas de résultat sur le terrain, est-ce que toi, tu sais comment ça se passe? Où vont ces milliards? Milliards qui, paradoxalement, servent les ennemis de l'Ukraine à l'extérieur en disant, regardez tous ces milliards qui sont versés, alors qu'en fait, j'ai pas l'impression que ces milliards existent. Donc, est-ce que tu sais quand est-ce que, si tu sais si les armes vont bientôt arriver? C'est fini. Stéphane. Ouais, pardon. Oui, une question, enfin peut-être un peu naïve ou bête, je sais pas. Pourquoi on dit que l'opposition autour de Poroshenko, qui est une position que je sais que c'est une opposition un peu comment controversée, hein, mais pourquoi on les appelle des nationalistes? C'est ça ce que je voudrais demander par rapport, disons, à l'ambiance générale dans le pays qui est la lutte pour l'indépendance. Donc, cette nuance-là, en quelque sorte. Et juste une information concernant le blocage de la frontière, le nouveau blocage de la frontière avec l'Ukraine par les agriculteurs polonais, parce que ça a été débloqué avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Je ne veux pas défendre le nouveau gouvernement sur cette question, parce qu'ils sont en train de louvoyer, mais les informations qui commencent à sortir, c'est que les céréales ukrainiennes, et en général les produits ukrainiens à bas prix, et avec des standards écologiques différents, étaient destinés à transiter par la Pologne vers des pays du Moyen-Orient, d'Afrique, etc. Et ils ont été en quelque sorte séquestrés, entre guillemets, enfin déviés du côté polonais par une vingtaine de grandes fortunes agraires, dont la majorité sont la propriété ou la copropriété des oligarques ukrainiens, donc Kostiuk, entre autres, mais aussi des grands groupes de l'agrobusiness que nous connaissons tous, hein, comme Cargill des Américains, des Britanniques, des Français. Tout le monde a essayé de se servir, de faire un business de masse sur cette question. J'ai l'impression que la libéralisation que la Commission européenne a introduit pour les produits ukrainiens, loin de résoudre le problème d'assurer le transit et le stockage dans le transit de toute cette masse de produits, ils ont en quelque sorte cédé devant les très grands groupes, les plus grands groupes agroalimentaires, le Bunge, les Américains de Bunge qui produisent toutes les huiles et dont les prix sont fixés à Genève. Est-ce qu'on en parle en Ukraine de tout ça? Est-ce qu'on le sait? Oui, juste une dernière question que j'allais oublier sur la politique en interne. Alors, quel est l'état de la gauche? Quand je dis gauche, ça va de la social-démocratie à l'extrême gauche, extra et intra-parlementaire. Et aussi, quelle est la réaction des Ukrainiens? Ça, c'est pour compléter la question de Stéphane.
quelle est la réaction des Ukrainiens par rapport à tout ce qu'on dit sur les exportations ukrainiennes qui envahissent l'Europe de l'Ouest, le fameux poulet ukrainien, etc., etc. Merci. À toi, Denis. Ok, oui. L'aide militaire, les milliards prétendus. Bon, en effet, c'était, je pense, c'était bon, on a déjà eu dans le chat même le lien vers le site qui comptabilise tout ça. Oui, c'est Thomas qui a donné le lien. En effet, les milliards promis ne sont pas les milliards réalisés. Et les chars, ça va pareil pour les équipements militaires, pour les armements et les munitions. Donc, c'est utile de tracer tout ça parce que mm, d'un côté, il y a le décalage entre le promis et le réalisé, et de l'autre côté, il y a aussi le décalage entre les, les armements destinés à l'Ukraine réellement et les armements qui sont accordés finalement aux propres armées des gouvernements occidentaux, car il y a le contexte guerrier autour de l'Ukraine et on doit se réarmer, mais souvent ces dépenses sont comptabilisées sous le chapitre de l'aide à l'Ukraine. Oui. Alors, les agraires, oui, bon. Euh, En effet, moi, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas beaucoup vu de discussion sur justement l'économie politique du secteur agraire en Ukraine. Parce que normalement, tout le monde déteste les oligarques, oui, tout le monde adore bah, les petits paysans qui sont exploités, gna, 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 etc. Mais sauf que là, cette question a été un peu oubliée dans la société et les réactions, l'outrance a été déclenchée par exemple par les photos des grains euh, jetés par terre par les manifestants polonais. Parce que, voilà, comme quoi nous sommes tous, ben, ces maudits Polonais, ils ne connaissent pas la vraie valeur de ce pain. Ils ne savent pas dans quelles conditions les fermiers ont récolté cette récolte, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de références à la famine ukrainienne de 1933. Voilà, nous sommes, encore une fois, il y a le blé qui nous est dérobé qui est OK, on a le droit de s'en offusquer, sauf que c'est vrai que ces grains ont été produits et ont été exportés par les grandes sociétés internationales et ce ne sont pas les petits paysans qui en souffrent. Bon, les petits paysans ont bien été payés ou pas, donc ça, c'est un moment qui a été un peu qui a été obscurci et c'est pas bien pour la discussion. Donc c'est vrai d'ailleurs dans la rédaction de Commons, on est en train de réfléchir à un texte qui porterait là-dessus justement. Euh, euh, Poroshenko et son opposition, pourquoi je l'appelle nationaliste? Parce que déjà avant l'invasion, à partir de 2019, ce camp politique s'est constitué comme les protecteurs de la souveraineté, etc. Pas que la souveraineté, mais bon, leur slogan, le slogan de Poroshenko lors de la campagne présidentielle, c'était l'armée, l'armée, la langue et la foi. Voilà, carrément, quasiment, bon, travail, famille, patrie, hein. Et donc, c'était Poroshenko a occupé la niche politique, le coin politique précédemment monopolisé par le parti Svoboda, par le parti ultranationaliste, pour n'en dire pas plus. Maintenant,
Svoboda est marginalisé parce qu'il y a ce gros acteur qui est Poroshenko. Et donc, ils accusaient tout le temps Zelensky de vouloir secrètement céder à Poutine, de vouloir d'être pro-russe, etc. Après le début de l'invasion, ils ont été un peu désorientés parce que voilà, Zelensky, justement, n'a pas a tenu le coup. Mais maintenant, ils ont recommencé la critique accusant Zelensky de, voilà, par exemple, de vouloir déplacer Zaloujny parce qu'il prépare le pays à l'échec militaire, etc. Bon. Donc, c'est pour ça que, quand même, par rapport à l'élan général nationaliste ou bien patriotique général, il y a quand même ce camp politique qui est ultra hyper nationaliste, qui est d'ailleurs une chose finale, qui est très actif dans l'activation des clivages ethnopolitiques. Et c'est très dommageable, je veux dire ethno-linguistique. Et c'est très triste parce qu'au début, on a été quand même sur le slogan de le pays finalement réuni. On disait que finalement, les Kharkiviens ont, par leur sang, par leur sacrifice, ont mérité le droit de parler la langue qu'ils veulent. Maintenant, on revient un peu à la case de départ avec les accusations mutuelles, avec la démonisation de la langue russe, etc. Et ça provient de ce coin politique. Bon, voilà. Mariana, pour une petite conclusion sur nos activités des prochains jours et des prochaines semaines. Je n'arrive pas, j'ai des problèmes de micro. Si on t'entend. Oui, je sais. Vous m'entendez? Oui. Ah bon, parce que mon micro est bloqué. Bon, bah, tant mieux. Ça va aller très vite, les amis. Alors, d'une part, vous redire que ce débat, et notamment l'exposé de Denis, a été enregistré et que donc ça sera très vite disponible à la fois sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, parce que nous avons une chaîne YouTube où il y a déjà des débats précédents, notamment ceux qui ont été faits pendant la quinzaine d'été dernier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à laisser votre mail si vous ne recevez pas régulièrement nos informations. Il y a évidemment rendez-vous le 24, hein, c'est dit sur le chat, mais je le répète, le 24 février, donc il y aura un cortège de Résus à Paris. Il y a plusieurs choses, évidemment, dans toute la France, mais à Paris, il y a un enjeu, c'est vraiment que le cortège du Résus et l'intersyndicale, on puisse avoir un pôle de gauche du mouvement social, quoi, qui suffit assez fort pour montrer qu'on est là, donc, aux côtés des Ukrainiens. Au niveau des initiatives suivantes, donc ça a été rappelé, donc il y a le 11 mars et une réunion publique Zoom. On a une campagne en cours sur des 40K. Donc tout ceci a été dit, c'est marqué et ça sera dans le tract qu'on distribuera le 24 février et après, hein, avec la déclaration du Comité français du Résus et les informations concernant ces initiatives. Et enfin, n'hésitez pas à soutenir, voire à adhérer au Comité français du Résus. On a besoin de moyens et surtout de moyens humains pour pouvoir continuer et améliorer ce qu'on fait. Voilà. Et simplement, je pense qu'il faut remercier Denis de cette intervention. On a appris un certain nombre de choses et beaucoup de... Il nous a fait part à la fois des difficultés, mais en même temps le fait que le peuple est toujours là et que la lutte continue.
et qu'il est de plus en plus nécessaire de faire ce que l'on peut de l'extérieur pour aider. Et donc, merci, samedi à Paris et dans plein d'autres villes. Et je pense qu'on peut applaudir notre ami Denis. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et oui, on se voit le 24.